Bienvenue à notre conférence. C'est dans le cadre de la Semaine de la durabilité qui est organisée par Unipoli. Et donc nous, c'est l'association Zero Emission Group. Du coup, Zero Emission Group, c'est quoi? C'est un groupe croissant d'étudiants de l'EPFL qui sont préoccupés par les rapports scientifiques consécutifs sur le réchauffement climatique et qui partagent une forte volonté d'apporter des solutions à ce problème. Et donc pour sensibiliser au changement climatique, on organise régulièrement des climate talks et des projections de films. Et on se positionne aussi dans l'action et dans le dialogue pour une faible émission de carbone sur notre campus. Et du coup, pourquoi on fait ça? Parce qu'on est convaincu que la présentation de projets pilotes et de bonnes pratiques, c'est un moyen efficace d'engager les décideurs dans un dialogue constructif sur le climat à l'EPFL et même ailleurs, et qui nous permettra de développer des nouvelles compétences dans un contexte global de transition carbone. Du coup, comment est né ce Climate Talk? De la rencontre entre Public Eye et Zero Emission Group lors de la journée des ONG au forum EPFL. Et Public Eye a récemment publié un rapport d'enquête qui s'intitule « La Suisse sur sa montagne de charbon ». Je vous invite à aller lire le rapport, d'ailleurs, qui est sur leur site web, et qui explique le rôle que joue la Suisse dans le commerce mondial du charbon. Et ils ont lancé une pétition pour que la Suisse cesse tout nouveau projet fossile. Je vous invite aussi à aller la signer. Et oui, pourquoi? Parce que permettre à des multinationales minières suisses comme Glencore ou Adani, dont on va parler ce soir, de continuer à ouvrir en Australie des dizaines de mines de charbon et en sacrifiant des sanctuaires naturels et culturels, ça ne doit plus être possible. Et donc cette conférence, elle fait un peu écho à l'initiative que vous connaissez peut-être, des multinationales responsables, qui avait été lancée en Suisse en 2020, mais qui n'avait pas été acceptée faute de la majorité des cantons. Et aujourd'hui, le sujet revient dans les débats avec l'adoption d'une loi européenne pour responsabiliser les multinationales quand elles ne respectent pas les droits humains et environnementaux. Du coup, pendant la conférence, Adria Budry-Carbo, qui est enquêteur matières premières et finances chez Public Eye, il va nous parler de sa dernière enquête sur l'Australie, qui s'appelle « En Australie, le poison du charbon », où Glencore et Adani font jouer leurs intérêts. Mais les projets dévastateurs de cette entreprise, ils apparaissent sur plusieurs continents, sinon c'est pas drôle. Et c'est ce dont Guillaume Durin, membre de l'association Break Free Suisse, va nous parler. Il fait notamment partie d'un groupe de travail avec des Péruviens qui sont directement touchés par les projets de l'entreprise Glencore. Et ces projets, ils entraînent la pollution de l'air, du sol et de l'eau et des conséquences sanitaires dramatiques sur les populations. Et donc, il va mettre en lumière ces populations qui manifestent actuellement contre Glencore et qui réclament des compensations depuis plusieurs années que l'entreprise n'est pas disposée à donner. Donc, ce conflit pourrait se résolver par une initiative fédérale suisse, on l'espère. Voilà. Et sinon, côté pratique, on se réjouit d'échanger avec vous à la fin de la conférence. Il y aura des membres bénévoles de Public Eye et de Break Free Suisse pour échanger avec vous, et un apéro aussi avec des plats qui ont été préparés par le Castor Frigan. Voilà, bonne conférence. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous en ce mardi pluvieux pour parler des activités des groupes miniers suisses et plus ou moins suisses en Australie. C'est un peu particulier, cette fois c'est Public Eye qui va vous parler de justice climatique et puis Break Free de corruption, mais on se diversifie nous aussi comme ces traders. Donc on m'a demandé de vous parler d'un reportage que j'ai effectué en octobre, qui a été publié en janvier, donc en Australie, dans le Queensland, terre de kangourous. En particulier en Australie, c'est l'endroit où il y a le plus de kangourous. Des aborigènes, beaucoup d'espace, et puis des groupes miniers assez isolés qui en profitent pour faire un petit peu ce dont ils ont envie. Sur ce reportage, on a eu la chance d'avoir un excellent photographe primé au WordPress, donc j'ai décidé d'angler ça un peu en partant toujours depuis les photos, et puis ensuite de tirer en vous racontant un petit peu les souvenirs. Ce qui peut impliquer des problèmes de compréhension éventuellement. S'il y en a, n'hésitez pas à lever la main. Pour tout le reste, commentaires, remarques, critiques, il y aura un espace qui sera dédié à la fin de la deuxième conférence. Donc on pourra élargir certains thèmes, on pourra approfondir.
Voilà, donc comme mise en bouche, c'est le terminal à Boat Point qui a la particularité de voyer très bleu, très noir. À 70 km plus loin, c'est la Grande Barrière de Corail. Donc c'est un terminal qui existe depuis un petit moment, mais qui a pris une activité toute particulière à la fin 2021. Et puis actuellement, il y a des dizaines, voire des centaines de cargos qui chargent leur charbon ici, qui traversent la Grande Barrière de Corail, et puis qui vont l'amener dans des ports dans différents endroits du monde. Alors, oui, ça fonctionne. Le charbon, alors je ne sais pas si vous c'est pareil, mais moi quand j'ai commencé à m'intéresser à cette thématique, je l'envisageais un petit peu comme ça. On est dans du Charles Dickens, ou on est peut-être dans du Zola, des enfants en haillons qui portent du charbon, qui sont couverts de... On pense révolution industrielle, on pense Grande-Bretagne victorienne. Évidemment, entre deux, il y a eu Lützerath. On a vu que c'était quand même encore d'actualité, mais le fait est que sur l'année dernière, on n'avait jamais produit, consommé et transporté autant de charbon dans l'histoire de l'humanité. Donc le charbon est actuel, il s'est simplement déplacé, avec la notable exception de Lützerath, dans des endroits où il y a beaucoup moins de gens pour s'en plaindre. Mais le charbon est toujours une énergie particulièrement consommée aujourd'hui, c'est plus d'un tiers du mix énergétique mondial. Si vous voulez voir à quoi ressemble une mine de charbon aujourd'hui, et si on clique 2 fois, voilà, ça c'est nos images, c'est Carmichael, donc cette mine dont je vous parlais dans le Queensland. Pour l'instant, on voit surtout cet épais nuage de poussière, parce qu'en fait, il y a évidemment des galeries souterraines, hein, comme dans Zola, mais beaucoup de mines aujourd'hui sont ce qu'on appelle des mines à ciel ouvert. Très simplement, on fait sauter le couvercle, et puis ensuite on utilise des machines pour aller gratter la terre et puis séparer le sable de ces impuretés que sont le charbon. Donc c'est un travail qui est quand même très mécanisé, surtout en Australie. Dans d'autres pays, on a plus de travail à la main avec tous les problèmes de santé que ça peut représenter. Mais en Australie, relativement peu d'employés, relativement bien payés, et puis des gros problèmes écologiques, parce que vous imaginez dans quelle direction va ce nuage de charbon. Le Queensland, c'est ici. J'espère que c'est assez grand pour que vous puissiez voir. Voilà, la mine Carmichael. On est sur une échelle australienne, hein, donc il faut imaginer qu'entre la côte et puis cette mine, il y a 200-300 km très facilement, et que dès qu'on s'éloigne des côtes, il n'y a plus grand-chose en Australie. Elle est reliée, la mine, par un terminal ferroviaire à ce terminal à Boat Point, que je vous montrais au début. Et puis à partir de là, donc les bateaux, ils traversent la Grande Barrière et ils vont en direction principalement des ports asiatiques, parce que c'est quand même là où se passe une grande partie de la demande mondiale, mais aussi vers l'Europe. Et donc, elle est là, la fameuse. On s'est intéressé à elle parce qu'elle a la particularité d'être toute fraîche. Les groupes miniers sont sur la longue durée. Hein. Pour construire cette mine, ils ont commencé en 2013 à faire du lobbying politique. Entendez par là aussi versement de pots de vin. Et puis, il y a eu une opposition assez massive. On a cru à la victoire. Ils sont parvenus à pousser des banques internationales à se désengager. Mais le groupe Adani, groupe indien Adani, qui en est propriétaire, a quand même réussi à ouvrir sa mine à la fin 2021, en décembre 2021. Et puis jusqu'à arriver en un an à une production de 10 millions. Ça se passe très très vite maintenant que les gens sont moins là pour regarder, parce que les cours sont extrêmement élevés. Sortie de pandémie, guerre en Ukraine, sanctions sur le charbon russe. Il faut remplacer ce charbon au niveau mondial. Donc, on fait sauter de plus en plus de couvercles ici. Nous, on a eu quelque part la chance d'assister à une de ces explosions, parce qu'on n'a pas tout à fait prévenu sur le moment où on arrivait. Donc, c'est le genre de choses qui tentent de cacher, d'autant que le vent ne soufflait pas dans la bonne direction. Il est allé directement en direction des aborigènes et des cultures environnantes. Le charbon, c'est toujours moderne, c'est moderne, mais c'est toujours aussi sale qu'à l'époque de la révolution industrielle. Ce monsieur, c'est Cody McAvoy.
Cody McAvoy est un aborigène, un fils d'un elder, un gardien du savoir, qui mène la fronde face au groupe Adani et son propriétaire depuis de nombreuses années. Alors c'est lui qui s'est installé juste devant la mine de charbon, une première fois en 2018, il a été chassé, puis à nouveau en 2019. Il y a actuellement un campement avec une vingtaine de personnes qui sont mélangées, enfin ça ressemble un peu à une ZAD, hein, très concrètement, des activistes, des défenseurs des droits des aborigènes et des familles qui viennent des communautés Wangan et Jangalingu, dont fait partie Cody. Aborigènes, très très bien formés, très charismatiques, ils sont pionniers dans le droit, c'est-à-dire que ce territoire où se situait la mine appartenait à leur communauté. Donc ils en ont été dépossédés, mais grâce à une loi du Queensland qui vise à protéger et promouvoir la culture aborigène, ils ont obtenu le droit de s'établir sur cette concession, pour autant qu'ils continuent à faire la promotion de leur culture. Et puis donc, ils représentent une épine dans le pied du groupe Adani, qui a cette présence-là en permanence depuis le 26 août 2021, pour documenter en fait à peu près toutes les mauvaises choses qui se passent dans une mine de charbon. Le statut est toujours en cours, hein, donc c'est une zone grise, donc on ne sait pas trop comment ça va évoluer, mais eux ils sont là de manière continue depuis lors. Là, à nouveau, c'est le terminal à Boat Point, depuis un autre point de vue. Ce terminal, en fait, quand je vous parlais du temps long des groupes miniers, le groupe Adani l'a acheté en 2013. Donc en 2013, il savait déjà ce qu'il allait faire en 2021. Donc quand des groupes miniers vous disent qu'ils gèlent des projets, ne vous fiez pas à eux. Il faut toujours suivre la balle parce qu'ils sont sur un temps beaucoup plus long que nous tous. Et en fait, parfois simplement, ils attendent. Ils mènent un bras de fer aussi avec les autorités par rapport aux taxes qu'ils pourraient payer et autres. Donc 2013, ils achètent ce terminal, ils l'étendent une première fois. Pour ceci, donc, ils le creusent et puis ils envoient tous les sédiments directement sur la grande barrière de corail. Et pour ce faire, ils ont un peu graissé la patte au milieu touristique de la zone. Vous pouvez imaginer le nombre d'écoles de plongée qu'il y a dans les environs, c'est assez impressionnant. Ils ont été chercher leur approbation contre rémunération pour leur dire, voilà, nous, c'est vrai qu'on vit de la grande barrière de corail, mais on n'a pas de souci à ce qu'on construise un des plus grands terminaux portuaires de charbon au monde, juste à côté de chez nous. La grande barrière, elle est là. Elle est toujours aussi belle, mais elle ne va pas très bien. Il y a ces épisodes de blanchissement du corail qui sont normaux, c'est des choses cycliques, mais les blanchissements sont de plus en plus fréquents. Et l'une des raisons, c'est l'élévation de la température de l'eau. Et puis, évidemment, l'autre, c'est tout ce charbon qui est autour. Parce que quand il y a des ouragans qui passent, des cyclones, quand il y a des cyclones qui passent, eh ben, souvent, on se retrouve avec un petit peu de charbon qui rentre dans la mer. Donc, ça change la composition de l'eau. Depuis la fin de l'année dernière, l'ONU considère la grande barrière de corail, inscrite au patrimoine de l'UNESCO, comme en danger. Ce n'était pas une surprise pour les écoles de plongée, mais c'est au moins un argument de plus pour tenter de faire fléchir le gouvernement australien. Alors quel est le lien avec la Suisse ? Le lien, c'est qu'en fait, la plupart des groupes miniers, les grands groupes miniers internationaux, et ceux qui font le commerce du charbon, donc d'un côté on a l'extraction, de l'autre côté on a des gens qui se contentent uniquement de le vendre, ils se sont installés en Suisse à partir des années 2000. Ça, c'est donc le rapport dont parlait Camille avant, la Suisse sur sa montagne de charbon. On a fait le calcul, on a trouvé 245 sociétés inscrites en Suisse dans le but d'extraire, de vendre, acheter ou prodiguer des services financiers autour du charbon. Donc c'est quand même quelque chose qui est particulièrement important. Et puis les centres, c'est les centres habituels, c'est Genève, Zug et puis Lugano. Sur l'importance mondiale du charbon, moi j'aime beaucoup ce graphe qui démontre réellement qu'il n'y a pas eu de transition énergétique sur le plan mondial. On est loin de la révolution industrielle. On a une consommation, alors certes, surtout en Asie, mais qui ne fait qu'augmenter. Et dans un niveau, à partir du début des années 2000, qu'on n'avait jamais vu auparavant.
Si le charbon était toxique pendant la révolution industrielle, imaginez ce que ça représente pour la planète actuellement. Donc les chiffres là sont de 2020, mais 2022 c'est 8 milliards de tonnes de charbon extrait. C'est si on fait des calculs sur le CO2, chaque tonne de charbon équivaut doit être multipliée par 1,8 pour obtenir les émissions de CO2. Ça vous laisse un petit peu imaginer ce que ça peut représenter pour la planète. Au niveau de l'émission de l'augmentation des émissions, c'est 40%. Donc le charbon, c'est la moitié du problème. Parfois, on parle de petits gestes, recouvrir sa bassine d'eau quand on fait des pâtes. Le charbon, c'est la moitié du problème. Alors cette carte, je l'aime encore plus, mais je conçois qu'elle est très difficile à lire. C'est la carte des flux. Le charbon, c'est une matière première qui était quand même assez peu échangée au niveau des marchés internationaux, avec des flux qui allaient seulement de certaines régions en certaines régions. Pour la comprendre facilement, imaginez une règle au milieu. D'un côté, donc, à votre gauche, vous avez le marché atlantique. Donc en gros, c'est la Colombie qui vient approvisionner l'Europe, avec un marché qui avait tendance à diminuer jusqu'à la guerre en Ukraine. Et puis de l'autre côté, c'est le marché Pacifique en pleine expansion. C'est l'Australie et l'Indonésie qui approvisionnent le reste des pays émergents asiatiques. Et puis l'Afrique du Sud au milieu qui sert de balancier un petit peu pour régler les déséquilibres de marché. Depuis que le charbon vaut 3 fois plus qu'avant la pandémie, il y a des nouvelles routes qui se sont ouvertes. Et puis donc pour la première fois, on voit du charbon australien qui va jusqu'en Europe, qui fait ses 10 000 km et qui va jusqu'en Europe parce que peu importe, on peut payer le bateau, ce n'est plus un problème. Les Européens sont prêts à payer n'importe quoi pour avoir du charbon équivalent à la qualité du charbon russe. Donc on a du charbon australien qui s'en va vers l'Europe. Adani à lui seul en a livré 1,8 million depuis son ouverture, et puis l'Australie 3,3. La Suisse, elle est là, et puis avec ses différents hubs, ses différents centres financiers, la Suisse est spécialisée dans ce genre d'activité, c'est-à-dire faire du commerce de produits qui finalement ne passent jamais physiquement par ses frontières. Donc Genève, Zug, Lugano. Zug, c'est plutôt spécialisé dans les Russes, les traders russes. Mauvaise idée par les temps qui courent. Et puis le Tessin, c'est un petit peu plus varié, c'est toujours lié plutôt au charbon industriel qui s'en va dans les aciéries, les usines textiles, etc. Ces sociétés, ces 240 sociétés, on a fait le calcul, c'est 40% du négoce mondial. Imaginez la taille de notre petit pays qui a fermé sa dernière mine de charbon juste après la Deuxième Guerre mondiale. Eh ben, notre petit pays est responsable de 40% du commerce mondial du charbon. En émissions de CO2, ça représente, c'est un calcul qui est un peu théorique évidemment, parce que ces émissions sont calculées dans d'autres pays, mais si on ramène ça chez nous, le charbon extrait en Australie par exemple, transporté jusqu'à les ports allemands et brûlé quelque part dans l'Union européenne, tout ce charbon-là, il nous amènerait au même niveau d'émissions de CO2 que les États-Unis, la première économie mondiale. On pense que la Suisse a quand même une responsabilité là-dedans, même si ces émissions sont aussi calculées ailleurs. Donc sur les raisons du pourquoi ces sociétés, qu'elles soient russes, qu'elles soient australiennes, qu'elles soient indiennes, se sont toutes installées à Genève, en Suisse, pardon. Si vous leur posez la question, ils vous diront la Suisse a une tradition de neutralité, la Suisse a une position géographique extrêmement convenable. Le matin, on fait des affaires avec Singapour et l'après-midi avec New York. Ou alors, ils pourraient même vous parler des transports publics, ça arrive. Si vous posez la question à Brickfree, à Public Eye, on évoquera très probablement les avantages fiscaux. Jusqu'en 2020, on pouvait imposer différemment les entreprises étrangères, donc ce qui faisait que certaines ne payaient presque pas d'impôts du tout pour vivre à Zug. Et la présence d'un écosystème bancaire assez puissant qui est habitué à financer ce type de cargaison, à donner beaucoup d'argent pour constituer des gros bateaux qui vont traverser, parce que ça mobilise beaucoup de capital, qui vont traverser la moitié du monde pour aller livrer leur charbon.
Donc qui sont les responsables? Parce qu'on est quand même, enfin l'accord de Paris, il a été ratifié en 2016, donc nous on est joueurs. Alors on s'est dit, on prend 2016 comme date et puis on regarde qui finance quoi. On s'est engagé progressivement à sortir du charbon, à maintenir la hausse des températures à un certain niveau. Et puis, sans trop de surprise, nos deux grandes banques systémiques tracent les 2 premières places. Et chose un peu plus étonnante, les banques cantonales. Donc elles ont beau être aux mains des collectivités, totalement ou en partie, il n'y a pas vraiment de critères à ce niveau-là. Avec la palme, c'est la Banque cantonale de Genève, qui n'a élaboré aucun critère climatique. Ils se sont contentés de nous répondre, nous on respecte la loi. Donc j'espère que leurs clients apprécieront nos données. Comme le charbon a mauvaise presse, de plus en plus ces banques, ce qu'elles font, c'est elles financent plus des cargaisons. Elles n'ont pas envie de se faire attraper, de finir dans la presse, voilà. Donc elles donnent des crédits, des lignes de crédit aux sociétés, et puis elles leur disent voilà, faites ce que vous voulez avec cet argent. Moi, tant que vous restez dans des bonnes dispositions économiques, on ne regarde pas où va l'argent. Elles font ça d'une part, donc c'est des lignes de crédit, il y a différents outils, mais ça dépasse un peu le cadre de cette conférence. Un des outils qui est quand même intéressant, c'est les underwritings. Donc ça, c'est une stratégie bancaire. Les banques vont aider ces groupes miniers, enfin ils ne sont pas encore là, ils viendront après, mais les banques vont aider les groupes miniers à lever des fonds auprès d'investisseurs tiers. Et de cette façon, le charbon n'apparaît jamais dans le registre comptable. Donc c'est aussi une façon de se laver les mains et puis de continuer à faire des affaires avec les Glencore et autres sans avoir à finir dans les rapports des différentes ONG. Ça, c'est les groupes miniers qu'on a retenus. C'est un peu les suspects habituels pour nous. Hein. Si vous suivez ce qu'on fait, vous reconnaîtrez certainement la plupart des noms. Sibanthracite et Soek peut-être un peu moins. C'était c'est toujours 2 groupes russes installés à Zug. Soek, c'est le premier producteur russe de charbon. Il était aussi basé à Zug pour faire son commerce. Quand on parle aux autorités zougoises, aux entreprises, ils nous assurent que c'est fermé. Si vous faites un tour par le registre du commerce ou par leur bureau, ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est toujours ouvert. Donc on essaye de savoir dans quelle mesure ils entendent respecter les sanctions sur le charbon. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas, ou des informations. Je suis toujours preneur. Tout ça, ça nous ramène aux engagements. Il n'y a pas de multinationale digne de ce nom qui ne s'est pas engagée à devenir net zéro d'ici 2050. 2050, c'est loin pour nous, mais pour eux, c'est pas si loin. Et puis, toutes les dispositions qu'ils prennent, finalement, nous éloignent un petit peu du net zéro. C'est aussi quelque chose qu'on a passé au peigne fin, notamment pour Glencore. Peut-être que vous vous rappelez de cette publicité dans les transports publics. En tout cas, ça a beaucoup énervé les membres de Public Eye. On a reçu beaucoup d'emails. Donc Glencore se positionne comme un acteur de la transition, parce que certes, Glencore extrait du cobalt, dans des conditions aussi dont on pourrait parler, mais du cobalt et du lithium, qu'on retrouve dans les batteries électriques des voitures ou des smartphones. Et puis c'est bien, ok. Mais la moitié du bénéfice de Glencore vient directement du charbon. Donc si vous pensez Glencore, pensez moins cobalt que charbon, parce que c'est ça le truc de Glencore. Et ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai remarqué qu'en Australie, il y avait exactement la même publicité. Ça s'appelle Join Life. Et puis c'est exactement la même chose. Glencore a beau être le premier producteur de charbon d'Australie, il se positionne comme un acteur vert parce qu'au Congo, ils ont 2 mines de cobalt. Donc on en est à peu près là. Glencore, c'est cette entreprise qui est basée à Bar, dans le canton de Zug, connue principalement pour être à 25 minutes en train de Zurich et de son aéroport. Au-delà de ça, je ne vous recommande pas la visite.
On n'y paye pas beaucoup de taxes. Et puis, c'est là que Glencore vit depuis sa fondation. Donc, ils sont actifs enfin, ils possèdent des mines, tout type de mines, un peu partout dans le monde. Donc, il y a l'Australie, mais il y a aussi le Pérou ou la Colombie, dont Break Free va vous parler tout à l'heure. Et puis, ils font aussi du commerce, donc du négoce. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, eux aussi se sont engagés à devenir net zéro en 2050. Tout en construisant de nouvelles mines et en achetant de nouvelles mines. Donc, quand on va en Australie, on n'est pas à un détour de 300 km près. Donc, on a été visiter un des projets, un des nouveaux méga-projets de Glencore de mines. Ça s'appelle le projet Valeria. Ça sera là. L'idée, c'est de construire une mine de 20 millions de tonnes de charbon, 6 puits, sur 10 000 hectares, et ça va se passer sur ces 2 forêts-là. Tout est clôturé, on a dû faire voler le drone pour avoir un point de vue un peu global, et donc les terrains ont été achetés à pratiquement tous les fermiers qui restaient. Donc ça, c'est Glencore 2050. Hein. Vous imaginez, une mine comme Valeria, elle a une durée de vie de 37 ans. Il faut beaucoup investir pour acheter les terres. Il faut payer des taxes, il faut faire venir toute la machinerie en hélicoptère souvent. Donc on peut imaginer que Glencore va avoir envie d'exploiter cette mine pendant ces 37 ans, ce qui ira bien au-delà de 2050, bien au-delà. Voilà. Et quand des gens osent s'opposer à ces projets miniers, eh ben, que fait Glencore? Je ne sais pas si c'est assez clair, en particulier ceux du fond, mais donc ça, ce n'est pas le même projet, c'est un autre, d'extension. Donc quand des gens s'opposent, ce que fait Glencore, c'est qu'il s'offre un public reportage dans la presse locale où il nomme les 2 aborigènes qui se sont opposés au projet. Ensuite, ils disent le nombre d'emplois qui, selon eux, sont perdus. Et puis, ils laissent la communauté locale se charger de leur faire changer d'avis à ces 2 aborigènes. Donc, le Scott Franks, à qui j'ai parlé, il n'était pas extrêmement serein actuellement à l'idée de cette publicité qui lui dit voilà, c'est lui qui s'oppose à ça et c'est à cause de lui que vous allez perdre votre emploi, monsieur le mineur. Scott Franks, il n'est pas forcément anti-charbon ou quoi que ce soit, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Lui, il dit on a été d'accord sur tous les projets miniers. Il nous reste 3% de notre territoire en Australie, du territoire original. 3%. Mais là, quand même, sur cette mine, c'est un endroit où il y a eu un massacre d'aborigènes par la police montée. Et puis, comme le chef de la police montée, il avait un carnet où il notait tout, c'est le plus documenté de tous les massacres d'aborigènes qui ont lieu en Australie. Et la mine de Glencore passe sur la ferme qui est l'endroit où on commémore ce massacre. Alors qu'a fait Glencore? Ils ont mandaté une expertise historique qui, c'est bien pratique, a dit qu'en fait, le massacre, il avait eu lieu 20 km plus loin, et que par conséquent, les aborigènes sont totalement faux depuis un siècle, et qu'en fait, on peut étendre ce projet minier. Voilà. Donc, on en est à peu près ici avec du Glencore. Peut-être pour terminer, concernant Adani, donc ce groupe indien quand même, un groupe indien, mais il ne pouvait pas rester hors de Suisse. Et quand je vous parlais du temps long, au début de la pandémie, il a installé une filiale à Genève. C'est pour l'instant uniquement une boîte aux lettres chez une fiduciaire, mais ça m'a donné la territorialité d'aller là-bas, où en fait il entend faire le commerce du charbon. Donc ils avaient déjà anticipé qu'à un moment donné, l'Europe, le souhait de sortir du charbon, ce n'était pas forcément très 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 sincère, et qu'il y allait toujours avoir une demande pour ce marché. Donc Adani s'est installé à Genève. À la sortie de notre rapport, Adani a perdu 150 milliards de dollars. Il y a quelque chose entre deux quand même, ce n'est pas grâce à nous. Juste après nous, il y a un groupe qui s'appelle Hindenburg qui a sorti un autre rapport pour dire qu'Adani triche sur ses résultats financiers. Et donc, à peu près tous les investisseurs d'Adani ont fait un maximum pour sortir leur bid. Donc, c'est absolument pas grâce à nous, mais on a quand même eu un petit sourire quand on a vu le sort de ce groupe. Voilà.
Juste pour expliquer pourquoi est-ce qu'on va parler, je vais parler de la situation péruvienne et colombienne, et qu'on va inviter Vidal, qui est un activiste et un journaliste péruvien, à nous montrer un film et ensuite à interagir avec vous. C'est que Break Free s'intéresse depuis 2016 à la question de la finance fossile et la protection du droit des peuples. Parce qu'on a considéré que la justice climatique, ça se vivait dans une action et dans une intersection entre la finance écocide et la finance ethnocide. Et le champ de bataille suisse est extrêmement impliqué dans la destruction à la fois des écosystèmes, enfin la finance suisse très impliquée dans la destruction des écosystèmes et des sociosystèmes à travers le monde. Donc oui, c'est un marathon que Break Free et d'autres ont entrepris. On est assez connectés. On a aidé à lancer récemment une coalition des premières lignes. Et quand la crise péruvienne a éclaté, je vais vous montrer ça dans une autre slide, en fait, on était en discussion déjà avec des résistantes du Pérou, résistant contre l'entreprise française Perenco, l'entreprise suisse Glencore et quelques autres. Et du coup, on a suivi ce qui s'est passé au Pérou. J'imagine que vous avez dû en entendre un peu parler. C'était à partir de novembre-décembre de l'année dernière, mais en fait, c'est une crise systémique, une crise longue. Et ensuite, on a invité Lourdes Huanca, qui a été considérée par le Parlement actuel au Pérou comme une des agitatrices principales des manifestations et de la révolte populaire qui est en ce moment au Pérou. On l'a invité à venir à Genève, puis ensuite à Berne, pour plaider la cause du peuple péruvien et notamment des Quechua, de l'Altiplano, ici en Suisse. Et ça a été extrêmement instructif. Je vais passer vite fait sur l'autre slide. Voilà. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse un focus ensemble sur Glencore. Alors la crise péruvienne, pour repartir de là, je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais c'est des dizaines de morts, plus de 1700 blessés parmi la population. Et cette population, en fait, elle se lève contre la classe politique à Lima, la classe politique au Parlement de Lima, qui a tendu un piège politique au président Castillo, Pedro Castillo, qui lui est de l'Altiplano, qui est un enseignant de l'Altiplano, qui a gagné les élections, qui représentait la gauche progressiste, qui a gagné les élections en 2021, et qui très vite, qui avait absolument pas la connaissance du système politique, ou une très mauvaise connaissance du système politique dans ses arcanes à Lima, et en fait c'est affronté très vite avec le bloc fujimoriste. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire politique du Pérou, mais c'est Alberto Fujimori, un président extrêmement corrompu et corrupteur, qui a régné sur le Pérou dans les années 90 jusqu'aux années 2000, en 2000, et en fait qui a notamment ouvert la porte, aidé encore plus à ouvrir la porte aux minières au Pérou, en leur concédant un nombre important d'avantages fiscaux. Et donc cette droite fujimoriste qui a posé la constitution actuelle, elle attendait en fait en embuscade Pedro Castillo, qui dans ses promesses de campagne avait annoncé qu'il allait remettre en cause les contrats des extractivistes, des sociétés extractivistes qui avaient commis des dommages majeurs à l'environnement. Et ça commence assez mal quand on est chef d'État d'un pays d'Abya-Yala, de l'Amérique latine. On s'expose tout de suite à un nombre incalculable de problèmes quand on promet ce genre de choses. C'est ce qui s'est passé. Tu as évoqué Glencore, j'y reviendrai rapidement, mais pour aller sur le Pérou, donc cette crise péruvienne, concrètement, c'est donc des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui descendent encore régulièrement dans la rue, qui bloquent certaines infrastructures, qui ont notamment bloqué une des mines de Glencore. Glencore a dû
indiqué qu'il arrêtait temporairement la production d'une mine géante de cuivre. Et en fait, Vidal nous en parlera, peut-être dans, je ne sais pas quand, mais quand on établira la connexion. Donc le journaliste dont je parlais pourra nous en parler directement, parce que lui, il est au contact des communautés qui se lèvent. Mais donc, pour revenir à la crise péruvienne, le président Pedro Castillo a en fait voulu pousser ces réformes, cette transformation du code minier, demander plus, parce que les contrats au Pérou avec les minières, c'est du 60-40, c'est-à-dire 40 pour l'État péruvien, 60 en termes de revenus et de bénéfices, 60 pour les minières. Donc c'est des contrats qui sont tout à fait néocoloniaux, qui laissent en fait, quand les 40 sont payés, qui laissent extrêmement peu de ressources et beaucoup de dommages au peuple péruvien. Comment est-ce que... Donc, oui, Glencore et les autres sont extrêmement liés au camp fujimoriste et au camp de la droite péruvienne. Leurs liens, en fait, ils passent par des syndicats, des regroupements d'entreprises, comme le SNMPE, la National Society of Mining, Petroleum and Energy, auquel appartient Glencore, mais aussi la Chambre de commerce américaine du Pérou ou la Chambre de commerce de Lima, qui, dès que Pedro Castillo a annoncé sa volonté de réforme, ont été vent debout contre ces réformes et ont menacé le gouvernement péruvien de toute une série de crises de nature économique si jamais le gouvernement péruvien ne revenait pas sur ses propositions. Et en fait, Castillo a essayé de concilier avec les minières, et notamment avec Glencore, a engagé des négociations, donc à diminuer ces demandes. Et ça n'a pas donné grand-chose, puisque le Parlement a continué de le mettre en cause, et Castillo a décidé de dissoudre, a fait une erreur politique majeure, a annoncé à la télévision nationale qu'il allait dissoudre le Parlement. Or, il n'en a pas le droit, donc c'était une manœuvre inconstitutionnelle, et dans l'heure, il a été arrêté par la police, et maintenant il est en détention provisoire avant son procès. Et avec cette détention provisoire, encore une fois, ça a déclenché encore plus de manifestations. Et ces manifestations, elles ont été réprimées, je vous disais, avec des dizaines de morts. Pourquoi ce qu'il y a derrière cette crise, c'est les minières, c'est l'influence des minières en Amérique latine, et c'est l'influence des minières au Pérou. Ces minières, les exportations minières représentent 58% de toutes les exportations du Pérou, qui est un pays qui est déjà extrêmement tourné vers l'export. Les minières au Pérou, elles ont réalisé 15,7 milliards de profits en 2021, c'est-à-dire plus que tout le reste de l'économie péruvienne. Et quand on est à ce point dépendant d'un secteur d'activité comme l'extractivisme, on est extrêmement mal, parce que c'est un secteur d'activité qui est extrêmement corrupteur, qui a des besoins en termes d'emprise sur le territoire, tu le signales vis-à-vis de l'Australie, d'emprise sur le territoire, d'accès à des ressources comme l'eau, qui sont colossales dans des régions qui sont déjà en stress hydrique parfois en stress hydrique assez important. Glencore, en fait, exploite donc la mine de cuivre dont je veux vous parler, la mine d'Antapaccay, et ces dommages dus à l'exploitation, ils sont dévastateurs. C'est notamment, il y a 2 études qui ont été publiées en 2012 et en 2021 qui prouvent la toxicité de cette exploitation pour les populations locales. Et on parle de zones et de populations sacrifiées pour les zones de l'altiplano qui jouxtent la mine. On constate aussi qu'en fait, il y a très peu qui revient à l'État en termes de rentrée fiscale. Ces fameux 40%, ils sont grévés par une série d'avantages et de manœuvres
qu'une société comme Glencore maîtrise extrêmement bien. Et au final, les coûts environnementaux et sociaux ne sont pas payés par l'entreprise. Ça vaut pour le Pérou, mais ça vaut aussi ça va valoir pour l'Australie, ça vaut aussi pour la Colombie. La Colombie, c'est un autre sujet extrêmement problématique en Amérique latine et qui implique Glencore, c'est la mine de Cerrejón notamment. Vous savez que donc Glencore a 26 mines de charbon à travers le monde. Cerrejón, c'est la plus grande mine de charbon à ciel ouvert au monde. C'est une zone, en fait, c'est une zone lunaire. Les populations qui du pourtour, et notamment les populations autochtones, donc ça c'est un sujet qui a été assez traité en Suisse, notamment la campagne multinationale responsable. Les Wayuu, le peuple Wayuu, en grande partie se lève contre l'exploitation depuis des décennies, et les dommages sont extrêmement graves. L'exploitation de Cerrejón par Glencore, ça représente 39 milliards de tonnes de CO2, soit 10% par an, soit 10% des émissions totales de Glencore. Et Glencore, c'est 0,6% des émissions mondiales. Donc quand c'est le fameux truc sur ce que tu dis sur le charbon, le négoce du charbon en Suisse, et pour montrer que les arguments UDC sont parfaitement faux et fallacieux, qui disent que la Suisse, c'est que 1% 0,1 ou 1%, je ne sais plus, des émissions mondiales, je crois que c'est 1%, des émissions mondiales, donc il n'y a rien à faire en Suisse, c'est pas en Suisse qu'il faut agir. C'est extrêmement faux, parce que une multinationale comme Glencore permet d'ajouter 0,6 à un score qui est déjà important. Et alors Glencore, c'est donc des pratiques de corruption massive, mais c'est aussi la capacité d'attaquer les États, comme l'État colombien. En ce moment, Glencore fait un procès, c'est le 3e, à l'État colombien, au titre du traité sur les investissements que Glencore a conclu avec l'État colombien. Et en fait, parce que l'État colombien a considéré, à juste titre, que la mine de Cerrejón mettait en danger par son expansion un fleuve qui passe à côté. Et ce fleuve, en fait, fait vivre les populations locales dans une zone, encore une fois, sous stress hydrique. Et cette expansion, le but, c'est de détourner le fleuve pour creuser dessous et pour exploiter donc plus de charbon. Et la Cour suprême de Colombie, en 2017, a considéré que l'exploitation prévue par Glencore violait de nombreuses normes environnementales et les droits du peuple Wayuu. Et elle est en train donc Glencore a porté sa plainte suite à cet arrêt de la Cour constitutionnelle colombienne devant le tribunal de la Banque mondiale. On saura bientôt ce qu'il en sera, mais en fait, dans ce genre de litige, les entreprises multinationales, et notamment les entreprises suisses, gagnent parfois. Et ça veut dire pour l'État colombien la nécessité de payer à la multinationale alors que la multinationale a commis des dommages environnementaux majeurs. Donc on est dans un capitalisme cannibale extrêmement dingue. Adria, tu signalais tout à l'heure le lien consubstantiel. En fait, c'est un système qui est intégré entre les multinationales comme Glencore et le système financier. Alors oui, j'appuie complètement ce propos. Ça va, on le sait, ça va plus loin. C'est aussi le système politique suisse qui est souvent intégré dans les pratiques de Glencore. En Suisse, Glencore travaille avec le cabinet de relations publiques HNSK, très lié au club politique de Berne, et travaille aussi avec un deuxième cabinet de lobbyistes qui s'appelle Führer Hugi, et ce cabinet possède la clé de Berne. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la clé de Berne. Moi, je l'ai découvert il y a 2 ans. La clé de Berne, c'est un restaurant et un lieu dans lequel les parlementaires peuvent rencontrer les lobbyistes, sont invités à rencontrer les lobbyistes. Donc ça ne se passe plus seulement au Parlement. Vous savez que chaque parlementaire a la possibilité d'inviter des lobbyistes au Parlement
pour que dans la salle des pas perdus du Parlement, ces lobbyistes puissent exercer leur métier, c'est-à-dire influencer la décision politique. C'est dans le code parlementaire, la loi parlementaire qui le permet en Suisse. Mais à côté du Parlement, il y a cet endroit qui est la clé de Berne. Un des conseillers très proche, qui est très présent à la clé de Berne et qui est conseiller aux États, Ruedi Neuser, lui, c'est un des habitués de ce lieu. Et Neuser, en fait, il siège au conseil d'administration de Crédit Suisse Asset Management suisse. Il est donc extrêmement proche de Crédit Suisse, et ça tombe bien parce que Glencore est aussi extrêmement proche de Crédit Suisse. Les liens se bouclent. Glencore, en fait, est une société géante qui possède des mines et fait du trading. Et donc, il y a une intégration de toute la chaîne économique depuis l'exploitation, l'extraction jusqu'au négoce. Et parce qu'il a acheté en 2013 Xstrata, une énorme société minière, et la fusion entre Xstrata et Glencore, elle a été réalisée par Crédit Suisse. Crédit Suisse est en fait, encore une fois, un agent intégré du système Glencore. Quand vous observez les structures actionnariales de Crédit Suisse et de Glencore, on trouve énormément de similitudes. Parmi les plus gros actionnaires de Crédit Suisse et de Glencore, il y a BlackRock. Bon, vous me direz, c'est un peu normal. BlackRock, c'est le premier investisseur mondial privé. C'est le premier investisseur dans les énergies fossiles. Mais il y a aussi le Qatar, le fonds souverain du Qatar. Vous savez que le fonds souverain du Qatar est un des gros partenaires de Crédit Suisse. C'est aussi un partenaire majeur de Glencore. Et donc on est dans des similitudes qui sont extrêmement fortes, qui fait qu'on peut difficilement, en fait, dans ce partenariat d'affaires, on peut difficilement séparer les deux entités. En tout cas, elles sont très souvent en collusion assez parfaite. Je parle de Crédit Suisse, mais il faut parler aussi d'UBS. UBS a en participation au sein de Glencore, c'est-à-dire en actions et en obligations, à la date de septembre 2022, 1,2 milliard USD, UBS Asset Management. Donc la première banque suisse est aussi extrêmement impliquée dans le soutien au système d'affaires de Glencore. Je charge la barque sur les banques suisses. Il faut savoir que Glencore a été condamné très récemment. Glencore a été condamné très récemment pour des faits de corruption sur 3 continents. Publicaille a déposé une plainte à Zurich, mais ils ont été condamnés à 1 milliard aux États-Unis et à 200 millions de livres en Grande-Bretagne. Et ces condamnations, encore une fois, c'est pour des faits de corruption. Si on en est là, c'est parce qu'il y avait ces soutiens financiers aveugles. Mais là, depuis l'année dernière, UBS, Crédit Suisse, Pictet ont voté contre les pratiques et le CA de Glencore. Donc il y a un début de changement, mais qui n'est pas du tout dû à la politique climatique désastreuse de Glencore. Il est dû plutôt à son système d'affaires, à sa stratégie entrepreneuriale, qui pose question, évidemment, même pour une banque aussi trouble que Crédit Suisse. Je vais m'arrêter là, et on va passer peut-être au témoignage de Vidal, si on arrive à le connecter. J'en oublie le film que Vidal nous propose, c'est un extrait... Je l'appelle par son prénom, mais il ne faut pas mésestimer sa contribution. C'est un journaliste qui est extrêmement en pointe dans la lutte contre l'extractivisme ravageur au Pérou. Il est menacé de mort. Il a un courage, pour moi, qui est assez exceptionnel. Et le petit film qu'il nous propose va nous permettre de saisir ça. Cuando yo era niño, soñaba siempre volando cuando dormía. Soñaba volar como un ave, veía la hermosa naturaleza, pero nunca me imaginé que algún día podía
terminarse toda esa belleza, toda esa naturaleza. Vengo trabajando más de 15 años como periodista independiente, visibilizando las grandes afectaciones de la actividad minera extractiva. Se ha demostrado que el agua está contaminada y el agua nos llega a todos. 40 años de minería, no tenemos agua, no tenemos saneamiento básico. Aquí ven a la gente feliz y la gente está muriendo lentamente. A large industry that produces a lot of wealth, why is not that wealth used to improve people's lives? Porque el Estado ha decidido ponerse de lado de la empresa minera. Han venido, dice en la tardecita, policías a buscarte, dice. Por eso, no se acerque, no se acerque, no se acerque, no se acerque, no se acerque. Soy periodista, ¿me entiendes? Vamos a recordar también aquellos años maravillosos cuando nuestros ríos nos daban de beber agua limpia, pura, que hoy nos deja una tarea a todos nosotros como deber moral de defender, de cuidar lo poco que todavía aún nos queda. La empresa minera Antapacay, acá en Espinar, tiene una deuda ambiental inmensa. No tenemos agua, los animales mueren, no hay la cosecha también, la tierra está contaminada con la empresa. La mina nos ha traído polvadera, con olor sale total insoportable. Kunam que hay gente que uña y kuna baño que voladora que pero más. Yo no conozco una experiencia minera en el país donde tú veas una comunidad que haya sido exitoso porque está la minería. El pueblo de Espinar está quedando con enfermedades, con metales pesados. Los policías defienden empresas transnacionales. En el año 2020, en busca de más justicia global, la sociedad civil de Suiza planteó un referéndum para mayor responsabilidad empresarial. Ein Nein zur Initiative bedeutet auch Stabilität und Rechtssicherheit für den Werkplatz Schweiz. Tenemos una forma ancestral de convivencia con la naturaleza. Queremos rescatar ello y hacer que nos respeten. No nos ha dado ni un centavo, nos ha quitado nada más, nos ha despojado el terreno. No pueden estar a costa de un desarrollo que solamente beneficia a unos y perjudica a otros. Esperamos que algún día pague esa deuda. Esto es nuestro ganado. Mira, nos ha acabado así la empresa. Tomamos ese agua, esa cuenca que teníamos agua dulce, ojo, ahora se ha convertido en una enfermedad. Acá tengo papeles que mi madre ha fallecido y nadie me ha respondido, nadie. ¿Quién va a responderme que mi madre ya ha fallecido ya? Tanto gasto que me han ocasionado las enfermedades, los tratamientos de cáncer, lo que es quimioterapia, radioterapia, los hospedajes que en las ciudades que por salvar a mi madre. Acá tengo documentos. ¿Quién va a responderme eso?
Ok, moi je vais essayer de traduire Vidal dans mon français un peu à proximité, mais je suis heureuse d'être là parce que Vidal, moi j'ai vécu en Pérou et j'ai connu Vidal et je voulais aussi ajouter la difficulté qu'il y a de prendre un rôle comme être journaliste dans un pays où il y a où c'est vraiment difficile. On va demander à Vidal un peu de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire aussi d'être journaliste aujourd'hui et de dénoncer les crimes des mines dans les contextes péruviens actuels. Du coup, moi, je pose la première question et après, si vous avez des questions. Du coup, il nous raconte qu'il vient de faire un travail de visibilisation sur l'industrie extractive en Pérou, ça fait déjà 15 années. Et cuivre, ok. Et que Glencore, dans le monde, c'est la deuxième producteur de cuivre. Et en Espinar, où Vidal vient, il y a la mine plus grande de cuivre en fait, du monde. Et que Glencore est déjà active sur le territoire, ça fait 10 ans, mais qu'en fait, avant ça, il y avait une autre compagnie. Il y avait des Canadiens à vendre, après ils ont vendu à la Glencore. Et oui, du coup, comme on a vu dans les vidéos, toutes ces activités ont vachement affecté aussi les droits humains des Péruviens dans le pays parce qu'il y a eu un prix de contrôle à niveau politique qui est très dur. Du coup, il y a eu aussi des études qui ont fait voir le niveau d'affectation des eaux et il y a eu jusqu'à 1000 juste dans la communauté d'Espinar, du coup, 1620 personnes qui sont tombées malades pour les métals qui sont dans l'eau. Et il y a eu un processus légal qui était gagné en 2020, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vu de résultats par rapport à ça. Ok, du coup, il nous raconte aussi qu'il continue à faire des preuves sur la population locale et qu'il y a des hauts pourcentages d'arsenic et de plomb qui sont trouvés dans le système de les gens qui habitent là-bas. Du coup, c'est quand même un pourcentage haut de gens qui sont affectés. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. Et moi, je me demandais, ça peut être une question pour Vidal, mais aussi pour les deux intervenants, mais peut-être plus tard, enfin, je ne sais pas. C'est comment on vit ce genre de lutte au quotidien? Par quel genre d'état émotionnel vous passez? Enfin, genre, comment vous faites pour durer dans cette lutte, parce que j'ai un peu l'impression qu'on est tous des tout petits David contre des énormes Goliaths et ouais, voilà. Du coup, il dit que c'est vachement compliqué, surtout comme journaliste indépendant, parce qu'en fait, les pouvoirs économiques des emprises extractives, c'est énorme. Du coup, les gouvernements, en fait, les lois sont aussi changées pour aider, pour supporter les entreprises. Et du coup, au niveau d'être journaliste indépendante et de donner de la visibilité à les problèmes, tu as aussi beaucoup de complications à un niveau des menaces, à un niveau aussi des persécutions légales. Du coup, lui-même, il a 10 processus pénals qui sont ouverts contre lui. Et c'est vraiment difficile. Enfin, oui, il a dit que le pouvoir économique péruvien est vraiment victime des multinationales, mais qu'en moins dans les autres pays, on avoue, je pense que vous avez mentionné qu'il y a eu un processus légal en États-Unis contre la Glencore parce qu'ils étaient... lui, il a dit États-Unis, mais je sais pas. Non. À Londres et aux États-Unis, ok. Ouais, parce que c'était trouvé que Glencore avait dit, vous me confirmez, 10 millions d'argent de corruption, mais il a dit qu'il n'a pas eu de processus direct avec les multinationales dans le Pérou. Du coup, il y a beaucoup de multinationales qui continuent à entrer en Pérou et que le gouvernement est complètement corrupt. Et du coup, qu'ils n'ont pas engagé dans ces grands processus qui regardent à beaucoup de pays. C'est ça qu'il m'a dit. C'est correct? Ok. Y a-t-il des appuis sociaux ou politiques ou internationaux ou religieux qui le soutiennent? Du coup, ils répondent qu'il a eu des supports, il a eu des autres journalistes indépendants de différents endroits qui sont venus à travailler avec lui. Et il y a aussi des ONG, mais locales. Il y a eu aussi Amnesty International qui est venu à Espinar et à faire une campagne de visibilisation.
sur la question des maladies qui viennent de la contamination de l'eau, mais en fait, il confirme qu'il n'a pas, c'est pas vraiment beaucoup de personnes qui sont venues à le soutenir parce que les journalistes qui sont plus dans le mainstream, en fait, ils sont soumis à les pouvoirs économiques, et les pouvoirs économiques est dans la partie des entreprises. Et du coup, il n'y a pas vraiment une critique dans les journaux plus grands. Du coup, c'est plutôt les petits ONG, les petits journalistes qui lui viennent accompagner. Merci beaucoup et puis bonne soirée à tous, bon apéro.